par Andrei Sapkowski, Le Sorceleur, La Croisée des Corbeaux. La basse marche s'appuyait au sud sur le fleuve Pontard. Y régnait depuis des temps immémoriaux la lignée des Mansfeld, des seigneurs riches et suffisants, qui possédaient leur propre armée. En l'an 1215 post-résurrectionnem, ces derniers envahirent le royaume d'Aedirn et, ayant franchi le Pontard, plantèrent leurs bornes sur la rivière Difna, proclamant qu'elle était la nouvelle frontière de la Marche. Le roi Videmont d'Aedirn, considérant cette agression comme un casus belli, frappa les envahisseurs avec toute la puissance de son armée. À l'issue d'âpres combats, les Mansfeld furent repoussés de rechef par-delà le Pontard. Depuis lors, cette frontière est le théâtre d'incessantes escarmouches et est parfois surnommée l'Ardente. Les armoiries des Mansfeld sont d'argent à la hure de sanglier arrachée de gueule. Ce sont également celles de la Marche. Balduin Adovardo, Regni Kedvine, Nova Descriptio. Chapitre 5. Son Excellence Monsieur le Préfet de la Garde, Esteban Trillo d'Acuna, Art Carreg. À Banfilim, le 22 mai de la 8e année de règne de Sa Majesté le Roi Miodrag. Monsieur le Préfet, j'ai le grand honneur de porter à votre aimable connaissance que j'ai placé, selon vos ordres, la propriété nommée Rocamora sous stricte surveillance. Je suis néanmoins au regret de vous informer que je ne possède plus d'espions à l'intérieur. Le suspect Holt ayant flairé la chose et chassé le dit espion de ses terres, après l'avoir âprement rudoyé. Le suspect Holt a même menacé mon espion de lui, passez-moi l'expression, arracher les couilles. Ce qui en soi témoigne de sa canaillerie et mérite châtiment. Je ne suis donc point en mesure de savoir ni de vous rapporter ce qui s'est dit et passé dans l'enceinte de la propriété, ce pourquoi je vous présente mes plus humbles excuses. Je vous informe toutefois que le second sorceleur, le genou qui se mussait à Rocamora depuis le début du printemps, a quitté les lieux à cheval, vers la mi-mai, pour se rendre dans la Marche occidentale par la grande route. Concernant le suspect Holt, ce dernier n'est point sorti de sa métairie. Un mire a été mandé, ce qui me laisse à penser que l'infirmité du dit Holt lui cause quelques tourments. Tel est mon humble rapport. Veuillez recevoir, Excellence, mes vœux les plus sincères de succès et de prospérité. Avec tout mon respect. Huger Zolteri, agent secret du roi. La petite ville de Belvoir était nichée dans une vallée entourée de forêts. Du haut de la colline qu'il avait gravie, Gérald eut tout le loisir de l'observer. Et de constater que Belvoir était au moins 2 fois plus grand que Spinam, qu'il avait visité en mars. Son urbanisation semblait aussi plus dense. En témoignait l'enchevêtrement des étroites ruelles, qui, du sommet de la colline, ressemblaient ni plus ni moins à un labyrinthe. Par chance, l'endroit où Gérald devait se rendre se situait en périphérie. Le jeune sorceleur ne risquait donc pas de se perdre dans ses méandres. La ville était ceinte d'un anneau de potagers et de vergers remplis de pommiers et de cerisiers en fleurs. La bâtisse au toit pentu couvert de tuiles rouges était la seule de la rue à être protégée par une palissade, si haute d'ailleurs qu'elle empêchait de voir ce qui se trouvait derrière. Un large portail couvert à 2 battants permettait l'accès aux attelages. De profondes ornières témoignaient de leur passage fréquent. À côté du portail se trouvait une poterne surmontée d'une cloche en laiton. Gérald tira sur la cordelette, la cloche tinta avec force, et peu après le portier lui ouvrit. Le dit portier était un sacré gaillard, vêtu d'un pourpoint en peau de lapin.
Un tel pourpoint pour un homme de corpulence normale requérait 30 de ses peaux. Le portier se distinguait en cela que le sien en avait nécessité le double. Il remarqua les 2 poignets qui dépassaient de l'épaule droite de Gérald, fronça les sourcils, mais lui désigna le portail sans poser de questions. Celui-ci s'ouvrit et Gérald put entrer sans avoir besoin de démonter. Dans la cour aux dimensions modestes apparurent 2 autres types, de corpulence moyenne. Ils ne portaient pas de pourpoint en lapin, mais si tel avait été le cas, 30 peaux chacun auraient suffi. Le premier s'occupa aussitôt du cheval de Gérald, le second le débarrassa de ses épées sans mot dire. La demeure était dotée d'un élégant perron à balustrade surmonté d'un toit pentu qui reposait sur 4 colonnes sculptées. Des marches menaient jusqu'à lui, devant lesquelles on demanda à Gérald de patienter. L'attente s'éternisait. Elle dépassait largement ce que Gérald aurait pu considérer comme habituel et acceptable. Fort heureusement, un homme sortit enfin sur le perron. Il avait le teint bis et portait un pourpoint bordeaux brodé d'arabesques, au fil d'or, et fermé par 2 rangées de boutons de passementerie. Il tenait par ailleurs un mouchoir de batiste, avec lequel il se tamponnait constamment les lèvres. « Oh, jeunesse !» s'exclama-t-il en plantant ses yeux noirs dans ceux de Gérald. « Plus haut que l'horizon prend l'essor, et telle la fleur épanouis-toi. » Ah ! Qui n'a jamais été un enfant ? Personne ou presque. Gérald s'abstint de tout commentaire. Si seulement cette jeunesse s'accompagnait d'une once d'expérience. L'homme s'essuya les lèvres. D'un soupçon d'empirisme. Mais voilà l'embarras, il faudrait avoir tout à la fois. Ou alors... Preston Holt doit savoir ce qu'il fait, j'imagine. Gérald ne l'affirma, ni ne le réfuta. Toi-même, Jouvenceau, tu sais ce que tu fais, n'est-ce pas? Gérald haussa les épaules. L'homme poussa un soupir. Je suis Timur Voronov. Gérald. Timur Voronov se tamponna les lèvres, s'appuya contre la balustrade. Gérald. C'est plus que banal. N'aurait-il point mieux valu adjoindre au nom que tu t'es choisi une particule nobiliaire? Un de quelque chose. Ah, je vois. Tu n'aimes point causer. Tu préfères manier l'épée? J'approuve et j'admire. Car j'en tire aussi bénéfice. Entre, nous avons à discuter. L'invitation ne se rapportait pas à la maison entière, uniquement au vestibule qui, quoique grand, était meublé avec une singulière parcimonie. Timur Voronov désigna une chaise à Gérald, située devant une petite table. Lui-même prit place en face. Du fond de la maison s'échappaient des voix d'enfants, au moins 3, ainsi qu'une délicieuse odeur d'œufs brouillés, au lard ou au jambon. Voronov plia son mouchoir et le glissa derrière le pan de son pourpoint. Nous devons avant tout discuter des questions d'ordre organisationnel et financier, fit-il. J'imagine que le contrat qui te lie à Holt est en vigueur, car vous avez bien signé un contrat, n'est-ce pas? Nous agissons sur la base du volontariat et de la confiance mutuelle. En d'autres termes, vous avez passé un accord oral. Ce qui ne change rien au fait que tu t'engages sur ta voie de sorceleur en tant que son père procurat. Gérald ignorait ce qu'était un père procurat, mais il en devina le sens. Il acquiesça d'un hochement de tête. D'une certaine manière, cet accord avec Holt t'engage par voie de conséquence, autrement dit perfecta concludentia. Envers moi.
poursuivit Voronov. À partir de ce jour, le 21 mai de l'an 1229, je deviens ton agent exclusif sur les terres du royaume de Kaedwen et celles de ses 4 marches. Ma commission s'élève à 10% sur chacun de tes gains de sorceleur. Geralt hocha la tête. Passons à la question financière. Holt t'a-t-il doté d'une quelconque somme ? J'ai 50 marques. Tu en recevras 50 autres, ainsi que 3 bons à vue de 200 marques chacun pour parer les aléas. Tu devras me rendre compte de ces aléas, si tant est qu'ils surviennent, en me présentant des justificatifs. Aussi, n'oublie jamais d'en réclamer pour chacun de tes déboursements. En revanche, ton per diem, pour subvenir à tes besoins et couvrir tes dépenses occasionnelles, te sera versé à partir de ce jour, sous la forme d'un forfait de 5 marques. Il va de soi que tu peux prélever ce forfait sur tes gains. Il t'appartient de fixer le montant de tes honoraires de sorceleur. Tu possèdes, je l'espère, un savoir suffisant en la matière pour établir ta rétribution à la hauteur du risque encouru. Veille toutefois à ne pas saper le marché. En aucune façon. Holt n'a jamais exigé moins de 50 couronnes. Toi non plus ne te sous-estime pas. Pour rappel, la monnaie officielle de Kaedwen est le mark, mais les couronnes novigradiennes circulent couramment, et bien souvent les prix, surtout lorsqu'ils sont élevés, s'expriment en couronnes novigradiennes. Le cours moyen et plutôt stable de la couronne est de 5 marques. Ne t'encombre pas d'argent liquide si tu n'en as pas la nécessité, dépose-le directement sur mes sous-comptes dans les banques naines ou dans leurs succursales, chez les Vivaldi, les Canfanelli, les Mantovani ou les Bono. J'ai des livrets ouverts partout, il te suffira de donner mon nom au moment du dépôt. Si tu es engagé par un appareil officiel, les autorités locales par exemple, la transaction peut être directement réalisée en banque, sans manipulation d'espèces. Entendu ? Geralt acquiesça d'un hochement de tête. Puisqu'il est question de transactions sans numéraire, n'accepte jamais le troc. On te proposera peut-être de te payer avec un demi-cochon, de la volaille ou une nuit avec la beauté du coin. Tu pourras être tenté, en particulier par cette dernière éventualité, mais je le répète, pas de troc. Et ce n'est pas parce qu'il me serait alors difficile de calculer ma commission. Tu ne dois pas saper le marché, ni ta réputation. C'est facile de la ternir, difficile de la redorer. Au fond de la maison, les enfants s'étaient tus. À l'évidence, ils mangeaient. Ainsi que tu le sais sûrement, le royaume de Kaedwen se compose d'une partie centrale, nommée Royale, et des marches qui entourent cette dernière, reprit Voronov. Ces marches, ainsi que tu le sais sûrement aussi, doivent leur nom aux Marchtchae, autrement dit aux bornes frontières. Je le sais. Voronov ne tint pas compte de ce que Geralt savait ou non. À l'origine, Kaedwen n'était pas censé avoir des frontières définitives, chaque marche ayant pour dessein et raison d'être de planter toujours plus loin ses bornes, afin d'élargir les frontières du royaume. De fait, c'était ainsi au début, aujourd'hui la plupart des frontières sont stables. Cependant, l'expansion, quoiqu'à une plus petite échelle, perdure, des colons s'établissant un peu partout dans les zones vierges aux abords des frontières. Or, qui dit zone vierge, dit monstre à foison. Mais t'avis que tu n'auras à te plaindre nulle part d'un quelconque manque de travail. Venons-en donc à Drem. Voronov s'entêtait à employer des mots et des expressions que Geralt ne comprenait pas. Je te suggère de gagner le nord, la haute marche. Les travaux de construction de la grande route se poursuivent suivant une laie percée dans les denses forêts de la chaîne de la Grande Cresserelle. On y espère l'arrivée d'un sorceleur depuis longtemps. J'ai ouï dire, il est vrai qu'avec Holt, vous vous étiez fait quelques ennemis, mais ne t'en soucie point. Je me suis employé à arrondir les angles. En chemin, rapproche-toi de l'administration locale et guette les écriteaux au carrefour.
C'est l'usage pour signaler qu'on a besoin d'aide et qu'on recherche un sorceleur. Il fut un temps où ces écriteaux n'existaient plus et où les sorceleurs n'étaient les bienvenus nulle part à Kaedwen. Tu le sais, n'est-ce pas? Je le sais. Sache que je ne te fais pas la leçon et que je ne cherche pas à vérifier l'étendue de tes connaissances. Voronov leva le menton. Je remplis mon devoir d'agent. Or, le devoir d'un agent est d'informer, donc je t'informe. Le temps où les sorceleurs étaient mal vus prit fin rapidement. Les gens eurent au fait de comprendre que face aux monstres ou aux sortilèges, vous étiez les seuls à pouvoir leur porter secours. Les seuls. Certes, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on vous aime à Kaedwen. Nul ne se jettera à votre cou ni ne sèmera de fleurs sur votre passage. Mais dans les moments d'effroi, on n'hésitera pas à faire appel à vous et à payer ce qu'il se doit. Les enfants, au fond de la maison, avaient visiblement fini leur déjeuner, car le raffut avait repris. Voronov s'était déjà retourné à plusieurs reprises, signalant par là même sans équivoque qu'il était temps de mettre un terme à leur entretien. « Tu as des questions ?» Gérald garda le silence un moment. Il réfléchissait. « Ce mauvais temps pour les sorceleurs, c'est plus ou moins l'an 1194 ?» demanda-t-il enfin. « Plus ou moins, en effet. » Voronov plissa les yeux. « Holt était encore à Kermoren, pas vrai? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ?» Voronov regarda le visage de Gérald un certain temps. Puis il passa son mouchoir sur ses lèvres. « D'après ta question, je déduis que Holt ne t'a rien raconté, » dit-il enfin. « Pourquoi donc ce serait à moi de le faire ?»« Le devoir d'un agent est d'informer. Alors informe-moi. »« Je t'informe, » fit l'agent après un silence, « que je ne dispose d'aucune information sur l'affaire évoquée. Et maintenant, adieu. Il est temps pour toi de monter en selle et de reprendre la route. »